Bonjour, alors aujourd'hui Merleau-Ponty sur le langage, Merleau-Ponty dans la phénoménologie de la perception, passage dédié au fonctionnement du langage, suite de la première vidéo. Donc la thèse de Merleau-Ponty, ce sera que chez celui qui parle, donc chez le locuteur, la parole ne traduit pas une pensée préexistante, mais l'accomplit. Comme on l'a souvent dit, pour l'enfant, l'objet n'est connu que lorsqu'il est nommé. Le nom est l'essence de l'objet et réside en lui, au même titre que sa couleur et que sa forme. Donc il va prendre l'exemple d'une certaine erreur, qui est l'erreur de l'enfant, une erreur entre guillemets. Donc comme on l'a souvent dit, pour l'enfant, l'objet n'est connu que lorsqu'il est nommé. Donc l'objet n'est connu que lorsqu'il est nommé, donc il n'est pas connu avant. Le nom est l'essence de l'objet. Le nom, la dénomination, c'est la nature même de l'objet, et réside en lui au même titre que sa couleur et que sa forme. Donc c'est seulement par abstraction qu'on sépare, si vous voulez, le nom et l'objet. Ensuite, il va prendre un autre exemple d'erreur, c'est l'exemple de l'erreur de la pensée préscientifique, des civilisations préscientifiques. Pour la pensée préscientifique, nommer l'objet, c'est le faire exister ou le modifier. Par exemple, dans une conception religieuse, Dieu crée les êtres en les nommant, et dans une conception magique du réel, et la magie agit sur eux en parlant d'eux. Donc il y a la puissance du nom. Donc se pose le problème de l'incompréhensibilité de ces erreurs, entre guillemets, dans le modèle classique, c'est-à-dire un modèle de type décodage. Ces erreurs seraient incompréhensibles si la parole reposait sur le concept, comme on le croit d'habitude, et que le concept ou la pensée ou la signification précédait la parole. Car le concept devrait toujours se connaître comme distinct de la parole, comme distinct de l'énoncé, comme distinct du langage, et la connaître comme un accompagnement extérieur, comme quelque chose qui vient après lui, comme un véhicule, comme un outil. Alors qu'est-ce qu'on va dire sur ce cas de l'erreur de l'enfant? Si l'on répond que l'enfant apprend à connaître les objets à travers les désignations du langage, qu'ainsi, donnés d'abord comme êtres linguistiques, les objets ne reçoivent que secondairement l'existence naturelle, et qu'enfin l'existence effective d'une communauté linguistique rend compte des croyances enfantines, cette explication laisse le problème intact, puisque si l'enfant peut se connaître comme membre d'une communauté linguistique avant de se connaître comme pensée d'une nature, c'est à condition que le sujet puisse s'ignorer comme pensée universelle et se saisir comme parole, et que le mot, loin d'être le simple signe des objets et des significations, habite les choses et véhicule les significations. Donc la proposition d'une solution laisse le problème intact. On va répondre par exemple que l'enfant apprend à connaître les objets à travers les désignations du langage, une théorie donc selon laquelle l'enfant apprend à connaître les objets à travers les mots, et qu'ainsi ce qui est d'abord, ce sont des objets, des êtres linguistiques. D'abord il y a le mot, et que ensuite l'enfant découvre leur existence naturelle, et que l'existence est seconde par rapport au mot, et donc que c'est l'existence réelle d'une communauté linguistique qui rend compte finalement de ses croyances enfantines. Donc c'est la communauté linguistique dans laquelle s'insère l'enfant, qui fait que l'enfant est d'abord en rapport avec des mots. Mais toute cette théorie laisse la difficulté entière, puisque si l'enfant peut se connaître comme membre d'une communauté linguistique avant de se connaître comme pensée d'une nature, donc si l'enfant se considère d'abord comme membre d'une communauté de langage avant de se voir comme un sujet qui perçoit une nature, c'est à condition que le sujet puisse s'ignorer comme pensée universelle et se saisir comme parole. Donc le sujet doit alors, pour cela, s'ignorer comme étant une pensée universelle, mais simplement se saisir comme sujet qui parle, et que le mot, loin d'être signe des objets, donc loin d'être un signe simplement qui pointe vers des choses et des significations, habite les choses, donc n'est pas extérieur aux choses, et véhicule en lui-même les significations.
Donc, conclusion pour la parole chez celui qui parle, la thèse de Merleau-Ponty. Ainsi, la parole chez celui qui parle ne traduit pas une pensée déjà faite, mais l'accomplit. Donc, la parole, l'énoncé, chez le locuteur, ne traduit pas un concept, une pensée préexistant, mais l'accomplit, le réalise, lui donne une existence. C'est une critique de la thèse selon laquelle la parole traduit et véhicule une pensée déjà toute faite. Au contraire, la parole est la pensée qui se réalise complètement.